Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Alors aujourd'hui on va faire la sélection naturelle pour les nuls. S'il y a bien un exemple qui m'a permis de bien comprendre quand j'étais jeune le problème de la sélection naturelle, c'est celui du cou des girafes. Les girafes d'aujourd'hui ont un ancêtre commun avec les okapis. C'est un animal qui a un cou ordinaire et qui ressemble à un cheval zébré. Les okapis que je peux afficher, c'est une espèce que l'on trouve encore aujourd'hui. Ce que l'on veut montrer avec le okapis, c'est que les girafes n'ont pas toujours eu un long cou. Les okapis et les girafes ont eu un ancêtre commun qui était ordinaire. Le long cou, les longues pattes des girafes sont des adaptations dues aux modifications de leur environnement, qui a été en changement. À mesure que leur source de nourriture s'élevait, à mesure que la végétation devenait de plus en plus haute, les girafes ont dû atteindre ces feuilles pour pouvoir se nourrir. Donc les girafes avec des coups légèrement plus longs pouvaient accéder à davantage de nourriture, ce qui a augmenté leurs chances de survie, de reproduction, donc de transmission de gènes. Au fil des générations, ces traits avantageux ont été sélectionnés naturellement. Les girafes ayant les coups les plus longs, les pattes les plus grandes, ont eu plus de descendants, ce qui a conduit à l'évolution progressive des girafes jusqu'à celle que l'on connaît de nos jours. Ce principe d'adaptation est un exemple clair de sélection naturelle, où les variations avantageuses sont sélectionnées et transmises aux générations suivantes. Et j'attire votre attention parce que je rencontre souvent des personnes qui font un contresens. L'erreur la plus classique, c'est de dire que les girafes ont étiré leur cou pour pouvoir manger. Donc, en étirant leur cou, elles ont légèrement augmenté la taille de leur cou, elles ont allongé leur cou, et sur des générations et des générations, elles ont fini par avoir un cou plus long. Alors, non, vous l'avez compris, ce raisonnement est faux. L'évolution ne permet pas de transmettre une compétence acquise pendant la vie de l'individu. C'est-à-dire que même si c'est vrai que les girafes ont dû étirer leur cou pour pouvoir manger, et peut-être même gagner quelques centimètres, ce gain ne se serait pas écrit sur leur code génétique et donc ne pouvait pas se transmettre à leur descendance. Alors néanmoins, si je fais cette vidéo, c'est parce que je pense à un Français. Cette théorie, qui est intéressante, a été proposée par donc un Français, Jean-Baptiste Lamarck, qui est né en 1744, donc avant Charles Darwin, qui est né en 1809. Et Lamarck est mort lorsque Darwin avait 20 ans. Donc lorsqu'il a sorti cette théorie, il n'a pas connu la théorie proposée par Charles Darwin. Alors cocorico, parce que même si cette proposition sur l'évolution de l'espèce est fausse, elle a le mérite d'exister. Mais en effet, c'est déjà important de se rendre compte qu'il y a une évolution des espèces. Cela nous sort du créationnisme et du religieux. En plus, il ne faut pas oublier que la connaissance et la compréhension de l'ADN s'est fait bien plus tard, dans les années 1950. Donc, quand Charles Darwin et Jean-Baptiste Lamarck ont sorti leur théorie, il n'y avait pas de moyen de connaître qui avait raison. D'ailleurs, à cette époque, en France, c'est la théorie de Jean-Baptiste Lamarck qui était la plus adoptée, jusqu'à ce que le sujet soit définitivement tranché par la connaissance de l'ADN et la transmission du patrimoine génétique. D'ailleurs, ça me fait penser que dans son livre Sapiens de Harari, on trouve l'exemple d'une tribu qui pensait qu'une femme devait, pour obtenir la meilleure descendance possible, s'accoupler avec le meilleur guerrier, le meilleur chasseur, le meilleur cueilleur. Alors aujourd'hui, cette pratique nous semble ridicule. Mais si on se remet dans un contexte ancestral, on ne pouvait pas savoir qu'un seul spermatozoïde fécondait un seul ovule. Donc ce n'est pas forcément une pensée si ridicule. Si nous revenons à la sélection naturelle que l'on connaît aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'évolution fonctionne de la manière suivante. Les individus qui naissent avec une mutation génétique avantageuse se perpétuent. C'est donc au fil des générations que les êtres vivants se sont adaptés à leur milieu. Prenons un exemple actuel. Je me souviens, il y a plus d'une vingtaine d'années, aux informations, il parlait du sida, du HIV en fait. Et les médecins qui parlaient à la télé disaient que le virus s'est adapté. Ils avaient constaté qu'au lieu que la maladie se déclenche tout de suite dès qu'elle infecte une personne, et donc qu'elle soit apparente sur le corps de la personne, qu'elle en ait les symptômes, le virus s'était adapté et restait de plus en plus latent pour que les symptômes apparaissent le plus tard possible, voire quelques années après. Cette adaptation permettait au virus
de contaminer un maximum de monde. Et je me rappelle que j'étais chez ma tante en vacances en Corse, et elle me dit « C'est bien la preuve qu'il est intelligent ce virus, si maintenant il attend de se manifester pour contaminer un maximum de personnes. » Alors sur le moment je suis surpris, je lui dis « Mais Tati, mais non, c'est que tout simplement les personnes qui sont infectées et qui ont les symptômes rapidement se font dépister et arrêtent de propager la maladie. Donc les versions du virus qui sont plus latentes sont favorisées pour se transmettre dans la population. Ce n'est pas une adaptation consciente du virus. D'ailleurs, les premières souches du virus étaient plus virulentes, entraînant rapidement des symptômes visibles. Donc les mutations du virus qui ont favorisé des formes qui restent latentes, permettant aux individus de rester asymptomatiques, cette stratégie de faible virulence a permis au virus de se propager plus efficacement, car les hôtes asymptomatiques avaient donc plus de temps pour transmettre le virus, avant que les premiers symptômes apparaissent et donc que l'on soit déclaré positif. Mais il n'y a aucune conscience, aucune volonté intelligente du virus. Tout se passe par la sélection naturelle. Alors, bien évidemment, on trouve des applications de ce principe dans la vie de tous les jours. Durant la pandémie de Covid, il y avait de grandes chances que la multiplication du virus dans la population générale finisse par l'atténuer, par le même principe que l'on vient de voir. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne valait mieux pas attraper la première version du Covid-19, qui était bien plus dangereuse. Oui, on vit dans un monde qui obéit au principe de la sélection naturelle, qui cherche à reproduire le plus d'individus possible. Donc, dans le cas d'un virus, qui cherche à se répandre le plus possible dans la population. Imaginons un cas extrême de virus qui tue la personne infectée en 1 heure. Est-ce que ce mode de fonctionnement va pouvoir lui permettre de se propager? Non. La première mutation qui va améliorer la survie de son hôte va être sélectionnée. Toutes les mutations qui permettent à l'hôte de vivre plus longtemps vont aussi permettre au virus d'avoir plus d'occasions de se propager. J'ai choisi ces 2 exemples pour bien comprendre comment la sélection naturelle influence nos vies. Donc en conclusion, la sélection naturelle est un processus fondamental qui explique comment les traits avantageux sont préservés et propagés au fil des générations. Que ce soit le long cou des girafes ou l'adaptation des virus, ces exemples nous montrent comment les mutations avantageuses augmentent les chances de survie et de reproduction. Comprendre ces mécanismes nous permet d'apprécier la complexité de l'évolution et son impact sur notre monde actuel. Merci et au revoir.